Chaim Berkovitch, bonjour Boker Tov. Bonjour Daniel. Merci d'être venu dans notre studio de si bon matin. Et lorsqu'on vous voit, eh bien, on sait qu'on va parler d'un sujet qui est votre domaine de prédilection. Il s'agit bien entendu du tombeau des rois à Jérusalem, parce que hier, un développement important est intervenu. On peut dire que enfin, d'une certaine manière, le consulat général de France à Jérusalem a autorisé l'accès au tombeau à, on va dire, l'ensemble du public. Toutes les personnes qui souhaitent venir visiter ce site historique, archéologique, eh bien, peuvent désormais le faire. Est-ce que c'est aussi simple que cela ? C'est pas tout à fait simple. Oui, c'est vrai. Le tombeau des rois a réouvert depuis hier, mais il faut s'inscrire sur un site internet, sur le site du consulat. Il faut donner sa carte d'identité. Il faut payer. On voit des son droit images de d'accès. ce qui s'est passé hier. Ce sont des images que vous avez vous-même, de photos, que vous avez vous-même pris hier. Tout à fait. J'étais sur place hier matin. Pour cette ouverture du tombeau des rois. Maintenant, il faut comprendre une chose. Et là, qu'est-ce qui a permis donc cette réouverture ? Parce qu'il y avait déjà eu une volonté d'ouvrir il y a quelques mois. Il y avait une ouverture. Il y avait eu apparemment des tensions, des heurts entre, on va dire, les responsables du site et des manifestants. Et finalement, le consulat avait fermé à nouveau ce site. Qu'est-ce qui a permis la réouverture ? Écoutez, je vais vous dire, je ne sais pas réellement qu'est-ce qui a permis la réouverture du site. Quoi qu'il en soit, on a dit que le député Meir Habib, député des Français de l'étranger, était intervenu auprès du consul général. Il est intervenu auprès du nouveau consul général afin de demander que ce patrimoine juif soit ouvert pour que les personnes qui désirent venir visiter ou venir faire des prières sur place puissent se rendre au tombeau des rois. Le tombeau des rois a été rouvert hier, mais l'ouverture ne plaît pas entièrement. Je vais vous expliquer pourquoi, Daniel. Pour nous, c'est un problème. Vous savez pourquoi c'est un problème ? Lorsque vous dites pour nous, c'est-à-dire ? Quand je dis pour nous, je dis pour le peuple juif, tout simplement. Et vous savez pourquoi ? Et pour toute personne qui veut se rendre au tombeau des rois. Parce que, je vais vous donner un exemple. Si demain, j'ai l'intention de me rendre dans une église pour prier, dans une mosquée ou dans n'importe quelle synagogue, je n'ai pas besoin de m'inscrire à l'avance. Je n'ai pas besoin de voir que je corresponds aux horaires qui arrangent le consulat de France 2 fois par semaine pendant des heures très très restreintes. C'est-à-dire, si on veut y aller, dites-nous. Le mardi et le jeudi matin à 9h. À 9h et jusqu'à 11h. Ah, jusqu'à 11h, oui, c'est une ouverture relativement restreinte, quoi. Et il faut s'inscrire à l'avance. Si je veux prier, je ne suis pas obligé de venir, de m'inscrire à l'avance, de payer mon droit de prier dans un lieu sacré. Nulle part ça n'existe. On revient à l'origine du contentieux, c'est-à-dire le consulat général peut dire, ben oui, ce territoire est un territoire français, nous ne le mettons à la disposition des visiteurs que pendant telle et telle heure. C'est peut-être légitime, pourquoi non ? Non, je vais vous répondre directement pourquoi. Ce territoire, d'abord, n'est pas un territoire français. Ce territoire se situe dans Jérusalem, juste à côté. Il y a bien le drapeau français. Il y a bien le drapeau français, mais ce territoire a été acheté par une juive, je le répète et je le répéterai tout le temps, par une juive qui s'appelle Berthe Amélie Bertrand, née Lévy, qui l'a acheté et qui l'a donné au Ekdesh. Elle l'a donné pour la communauté. Tout simplement pour... Au Ekdesh, c'est, on va dire... Le Ekdesh, je traduirais, c'est lorsque vous avez un bien privé, vous le passez en bien public pour la communauté. Pour la communauté juive de Jérusalem. La communauté juive de Jérusalem. Il y a déjà un peu... En 1874. 1874. C'était il n'y a pas si longtemps. Elle avait contacté le grand rabbin Lazare Isidore, grand rabbin de France de l'époque, et lui-même a certifié qu'il acceptait le Ekdesh et qu'il le transmettait au rabbin de Jérusalem. Ça, c'est l'endroit. Mais au-delà de la propriété, on est dans un lieu de culte. On est dans un lieu de culte où les Juifs ont prié pendant 2000 ans. Pendant 2000 ans, ils ont prié sur place. Il n'est pas question de devoir présenter sa carte d'identité, de devoir payer un droit d'accès à la prière. En plus il faut prier. Une somme symbolique, une somme 10 shekels l'entrée. Okay. Mais prenez un exemple, par exemple, sur les Juifs orthodoxes qui n'ont pas Internet, qui n'utilisent pas Internet. Ils ne peuvent pas s'inscrire. Et puis, toute personne qui veut prier régulièrement, 10 shekels plus 10 shekels plus 10 shekels, c'est un moyen d'éviter qu'il y ait du monde sur le tombeau des rois. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ces efforts de ne pas ouvrir, on va dire, ce site au public sans contrôle de la part du consulat ? Écoutez, le consulat a décidé de tout faire pour minimiser l'accès aux Juifs au tombeau des rois. Et ça, il faut le dire. Aujourd'hui, on a un tombeau qui se situe dans la partie est de Jérusalem. Ça pose problème au consulat. Ça pose problème qu'il y ait une présence juive.
Alors que la présence juive sur place, elle n'est pas du tout politique. Elle est tout simplement, on est dans un lieu de culte, on est dans un lieu historique, on est dans un patrimoine juif qui est vieux depuis 2000 ans. On a tout à fait le droit de pouvoir y avoir accès. Alors, pour essayer d'élargir, on va dire, cette possibilité de visiter, il y avait... On sait qu'il y a eu un recours devant la justice israélienne dans un premier temps. Tout à fait. Où on en est dans ce domaine-là? Est-ce que finalement, à la suite de cette acceptation de la part du consulat d'ouvrir, même sous des conditions, on va dire, restreintes, le site, est-ce que la procédure juridique s'est arrêtée ou elle se poursuit de la part du Hekdesh? Non, la procédure du Hekdesh, aujourd'hui, elle est face au tribunal de grande instance de Paris. Ah, non plus en Israël, mais en France. Et en Israël et en France. Ah, toutes les deux. Et le Alors but, pourquoi en France aussi? Parce que le Hekdesh a voulu montrer, vous ne voulez pas accepter de vous présenter devant le tribunal israélien. On veut que vous soyez là, on veut que vous nous montrez. Parce que le consulat refusait, il faut le rappeler pour nos auditeurs, refusait de venir dans les débats dans le tribunal rabbinique des Hekdesh. D'accord. Tout à fait, parce qu'on est sur Jérusalem et que Jérusalem n'est pas pour le consulat un territoire israélien, tout simplement. Donc, le Hekdesh a porté plainte au tribunal de grande instance à Paris. Et la procédure est en cours. Mais je vais vous dire aussi. Mais alors, vous me disiez hors antenne, vous allez m'expliquer. Il y a une deuxième procédure. Il y a une deuxième procédure. Qui a été entamée hier, pas plus tard qu'hier. Voilà, pas plus tard qu'hier. Parce que je vais vous expliquer une chose. Lorsque Félicien de Saulcy, en 1864, fait des fouilles archéologiques, il va cacher les inscriptions en hébreu. Il va falsifier, si vous voulez, entre guillemets, le sarcophage. Caractère juif. Le sarcophage de la reine Hélène. Le sarcophage de la reine Hélène. Et il va récupérer ce sarcophage. Il va le prendre et il va l'amener dans arbitrairement, sans autorisation. Tout simplement. Oh si, il a donné un petit peu d'argent au pacha, il l'écrit lui-même dans ses mémoires, dans son livre. Et le sarcophage va se retrouver au musée du Louvre. Mais pendant des années, on pensait qu'il n'y avait que le sarcophage. Et pourtant, lors d'une conférence que nous avons réalisée il y a 8 mois à Paris, eh bien, une vieille dame nous a apporté une brochure. Une brochure qui a été éditée par le conservateur en chef du musée du Louvre. Et dans cette brochure est stipulé tout simplement tout ce qui provient du tombeau des rois qui a été apporté par Félicien de Saulcy. Et parmi cela, les ossements de la reine Hélène. C'est-à-dire pas seulement le sarcophage de la reine Hélène, mais également les ossements qui s'y trouvaient à l'intérieur. Également les ossements qui s'y trouvaient à l'intérieur. Alors qu'on pensait que le sarcophage était vide. Était vide, tout simplement. Maintenant, il faut comprendre une chose. Alors le Hekdesh réclame donc. Alors le Hekdesh est en colère. Parce qu'en 2011, le Hekdesh a été invité au musée du Louvre pour vérifier si les sarcophages étaient vides, s'il n'y avait pas d'ossements. J'étais moi-même présent, j'étais moi-même invité avec le Hekdesh à voir les sarcophages qui étaient dans les caves du Louvre. On nous a amené des marbriers, on nous a ouvert les sarcophages, ils étaient vides, on nous a dit ne vous inquiétez pas. Vous parlez du sarcophage de la reine Hélène. De la reine Hélène qui est aujourd'hui exposé. Aujourd'hui il est exposé, à l'époque il était dans les caves du Louvre. On nous a dit ne vous inquiétez pas, on ne s'est pas occupé d'ossements, etc. Et tout. Il y a 3 mois, nous avons envoyé une lettre au musée du Louvre pour lui demander qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait. Pourquoi c'est écrit dans une brochure officielle? On a reçu une lettre de quelques pages c'est bien parce que dans la langue de Molière on peut s'amuser à écrire et en ne disant rien du tout. Et bien dans cette lettre on nous disait qu'on allait vérifier, qu'on allait nous dire ce qui se passe. On n'a toujours pas eu de nouvelles. Alors le Hekdesh a décidé de porter plainte et en premier lieu de récupérer ces ossements pour les ramener en terre d'Israël. Où seraient-ils ces ossements? Ah, les ossements, ils sont dans une boîte. On a même le numéro de la boîte. Bon? Tout simplement. Dans les archives du Louvre. Dans les caves du Louvre. Tout simplement. Il y a une boîte qui est numérotée avec exactement quel ossement se situe sur place. Les ossements de la reine Hélène. C'est les ossements de la reine Hélène parce que c'est précisé. On peut même savoir quelle taille elle avait, etc. C'est quelque chose qui est inadmissible. C'est une profanation. On ne peut pas se permettre. Que dit le consulat à propos de cette nouvelle exigence? Le consulat ne se mêle pas de cela. Pour le consulat, ce n'est pas le consulat. On est face maintenant au musée du Louvre. Mais c'est pareil, on est dans la même histoire. Il n'est pas question des ossements qui sont kadosh, qui sont saints, se trouvent dans une boîte dans les caves d'un musée. Ils doivent retourner en terre.
Alors, qu'est-ce qui va se passer désormais sur le tombeau des rois? Pour revenir au tombeau des rois ici à Jérusalem, est-ce que vous avez l'intention de réclamer une ouverture beaucoup plus Bien sûr. massive de ce site et l'annulation en tout cas de l'enregistrement des visiteurs? Ah, tout à fait. Nous, ce qu'il nous faut, tout simplement, dans un premier temps, c'est de permettre, même ne serait-ce qu'1 heure, 2 heures par jour, mais tous les jours, à toute personne qui veut prier sur le tombeau des rois, de pouvoir y avoir accès sans devoir donner de l'argent, sans devoir s'inscrire à l'avance. Hier, par exemple, il y a eu tout un groupe de juifs Breslev qui ont entendu que le tombeau des rois avait réouvert. Ils se sont présentés. Vous savez, ils se sont présentés. Ils n'avaient pas d'armes en main. Ils avaient un petit bouquin qui s'appelle le Tikkun HaKlali. Oui. Ils voulaient tout simplement réciter des prières pour la reine Hélène. Est-ce qu'on peut les empêcher? Est-ce qu'on peut les empêcher? Oui. Tout simplement, pas plus. Voilà. Eh bien, écoutez, effectivement, donc, on suit avec vous de très près cette affaire et on veille au grain d'une certaine manière à ce que, d'une certaine manière, il puisse y avoir un accès plus massif, on va dire, de ce site à ceux qui le souhaitent, à ceux qui souhaitent y prier, ce qui n'est pas encore le cas pour l'instant, et donc il faut s'attendre à donc d'autres négociations, en tout cas peut-être entre le Ekdesh et le consulat général de France à Jérusalem. Merci beaucoup, Chaim Berkovitch, d'être venu nous expliquer tous ces développements importants. Et comme je le disais, vous veillez à ce que ce site reste sur le devant de la scène, mais on l'espère pour des informations plus positives, on va dire. Merci beaucoup, Chaim Berkovitch, et Shabbat Shalom. De rien, merci Daniel. Voilà, nous allons marquer une pause avant la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita.